Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Bien, chers amis internautes, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à l'émission Moins C, comme tous les samedis. Je vous invite à partager le lien pour nous. Facebook Moins C, page TikTok, page YouTube. Vous avez les liens sur l'écran. Nous devons atteindre 1000 abonnés. De quoi allons-nous débattre aujourd'hui? Le maestro. Le connaissez-vous bien? Vous savez, ce personnage imposant et impressionnant debout devant l'orchestre. Il représente l'excellence, l'autorité et l'expertise dans le domaine musical. Mais quel est son rôle exactement? À quoi sert-il? Écoutons les réponses de notre invité. À tout à l'heure avec lui. Femme, c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi, c'est Berman Fleury. Donc, ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Faut me dire que proverbes, on choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc, c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans. Et son sélection de proverbes, donc sélection proverbes ça, livre, bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme, comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Dickens Principal. Moi, c'est le chef d'orchestre, compositeur, auteur, musicien, chanteur, et autre chose dans le domaine de la musique. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Dickens Principal. Avant de commencer l'émission, je vais te donner le proverbe de notre ami Berman Fleury. Nan point glace, soleil pas fond. Nan point glace, soleil pas fond. Tu as entendu le proverbe, Dickens? Nan point glace, soleil pas fond. Nan point glace, soleil pas fond. Nous reviendrons à notre proverbe à la fin de l'émission. Tu nous disais tout à l'heure que tu es chanteur, professeur. Moi, je vais rajouter parce que j'ai vu que tu as fait rétention des formations. Chercheur, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre. Est-ce que j'en ai raté? Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que là, tu n'as pas raté des choses, mais je suis sûr que tu as dit l'essentiel. Mais je pourrais en ajouter, hein? Je pourrais dire photographe, par exemple. Oui, ça, c'est une autre facette de Dickens Principal. OK. Et puis, pour finir, disons, 3 points de suspension. Bon, ce que je pourrais ajouter pour complémenter, le sigle de mon business s'appelle Musifota. La musique, la photographie est là. La musique, vous savez, je suis musicien. La photographie, je suis photographe. Il y a mon fils d'ailleurs qui continue, qui a fait, je peux dire la relève, qui a assuré la relève. Maintenant, dans le domaine de l'art, il y a l'artiste, il y a l'architecte. Et du côté de ma femme, qui est dans l'art culinaire. C'est-à-dire, nous deux, on a fait Musifota. Voilà. Magnifique. Dickens, raconte aux internautes comment tu as commencé avec la musique. Ah, c'est une longue histoire. J'ai commencé à l'âge de 7 ans avec, grâce à la bienveillance de la révérende sœur Anne-Marie, décédée,
Il y avait ma petite sœur, Judith Prince-Civil, qui était à l'école Saint-Trinité. Moi, j'étais à l'école Jean-Marie Guillou, juste à côté. Normalement, après l'école, je viens toujours à la Saint-Trinité pour l'attendre afin de monter à la maison. Maintenant, ce temps creux m'a poussé à être curieux. J'ai voulu savoir exactement ce qui se passait avec ma petite sœur dans le domaine de la musique. Et c'est ainsi que j'ai été fouiné sur la cour et à l'étage. J'ai finalement vu ma petite sœur en train de répéter. Heureusement et malheureusement, je dis heureusement d'abord, je suis tombé sur la sœur, la directrice de l'école, la sœur Anne-Marie, qui m'a vu. Et à ce moment, j'ai couru et elle m'a supplié de revenir. Ce que j'ai fait, mais avec une peur, parce que mes parents étaient très sévères. Je suis arrivé, la première chose que je lui ai dit, ma soeur, pas les follow, papa, maman, papa, battre-moi. Elle dit non, 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 je vais te faire voir quelque chose. Et puis à ce moment, elle m'a emmené dans la salle et j'ai vu pour la première fois de ma vie des jeunes avec leur instrument, autant de jeunes, et je les ai entendus jouer. J'ai dit, waouh, waouh. Et puis elle a aimé ma réaction et elle m'a dit, tu veux jouer un instrument? J'ai dit oui. Et elle m'a demandé de choisir. Elle a arrêté la répétition, elle m'a demandé de choisir. Et imaginez-vous que j'ai été, cher public, tout droit sur la contrebasse. J'étais à moins de mètres de hauteur. Et elle m'a dit, non, c'est trop grand pour toi. Et elle a dit, tu peux essayer de choisir un autre. Je suis allé autour de la salle, elle a ouvert les buffets, j'ai vu des instruments. Waouh, c'était comme le paradis sur terre. Et finalement, je suis retourné encore sur la contrebasse. Elle a dit, non, c'est trop grand. Et elle m'a dit, je vais te donner un plus petit. Et elle m'a montré le violoncelle. J'ai dit, oui, je veux ça. Et voilà comment j'ai appris à toucher le violoncelle pour la première fois. Et je me rappelle bien, il y avait Madame Jules Racine, Naina Ralph, à l'époque, qui était là avec le groupe, qui répétait. Et elle m'a dit, tu veux prendre ta première leçon? Et j'ai dit oui. Et après, elle a arrêté la répétition. Et brusquement, j'ai eu ma première leçon. Et elle m'a demandé de venir chaque après-midi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au violoncelle. Ensuite, mes parents, ils ont été mis au courant. Ils étaient très contents. Je me dis merci Seigneur, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que j'aille faire de la musique. J'étais dans une autre école, je n'étais pas dans le programme de l'école Saint-Trinité. Finalement, on est là, et puis je lui ai dit, il y a mon grand frère aussi, je peux l'amener? Elle a dit oui, j'ai amené mon grand frère. Et voilà, on est partis les trois dans le programme de la musique à l'école Saint-Trinité. Et puis, je peux dire que on est entré dans le programme avec des ordres précis. On doit venir répéter, prendre des leçons et jouer à la messe lorsqu'on sera un petit peu plus expérimenté. Ce qu'on a fait. Finalement, j'ai passé 5 ans. Après 5 ans, je suis admis au sein de l'orchestre. Et en 6e année, j'ai été invité à faire ma première tournée sur l'invitation de l'Orchestre Philharmonique de Boston, qui voulait nous épauler, nous encadrer, nous donner une formation estivale. Et ceci, on l'a eu pendant 10 ans. J'ai suivi ces formations avec l'Orchestre Philharmonique de la Saint-Trinité. On y a été. Et voilà, je suis devenu professeur à l'âge de 16 ans. Et depuis 16 ans jusqu'à date, ça fait un bon millage. Et voilà, et entre-temps, j'ai eu beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience, beaucoup de formation, tant au niveau social, au niveau professionnel aussi. J'ai été choisi par l'ambassade américaine de par mon attitude et mon sérieux, le sens de responsabilité et apprendre des cours de formation de leadership. Je suis devenu chef de mission, etc. Ensuite, j'ai grandi, j'ai eu d'autres formations par le biais de la musique. Mais il faut dire que la musique, c'est une porte ouverte qui m'a permis d'accéder à différents types de formations dans notre domaine professionnel.
J'ai pu faire l'architecture, j'ai pu faire la gestion, la chimie, etc. C'est grâce à la musique. Et j'ai dû par la suite faire des expériences avec des professionnels de l'étranger pour compléter mes connaissances dans d'autres domaines. Bon, je suis pas nécessairement dans la cité. Ben, ça m'a permis d'être un homme et j'ai pu avoir la chance d'accéder à tous les niveaux de la musique jusqu'à être compositeur et chef d'orchestre. Et maintenant, j'ai mon orchestre, j'ai mon institution et je forme des jeunes qui sont arrivés au niveau de doctorat et qui dirigent des institutions musicales à l'étranger. Et je suis fier d'eux et je suis devenu une référence pour eux. Et comme ça, les jeunes bénéficient de bourses ou de demi-bourses d'études grâce à la musique. C'est raison pour laquelle j'encourage toujours les jeunes et les parents à donner cette éducation à leurs enfants. C'est une seconde chance et une porte ouverte. Alors, je pense que là, je n'ai pas regretté ma jeunesse dans le domaine. J'étais sportif, musicien et voilà. En fin de compte, tu joues de quel instrument? Officiellement, je joue le violoncelle, la contrebasse, la guitare basse, mais il y a de ces instruments avec lesquels je joue. Ça veut dire que je ne vais pas oser les jouer en public, mais je peux m'amuser chez moi et entre amis, je peux les jouer. Parce que à force de parfaire mes connaissances dans le domaine de la composition et surtout en tant que luthier, je dois apprendre à connaître les instruments, leurs possibilités et leurs capacités. Alors, dans ce cas, j'ai dû apprendre à jouer beaucoup d'instruments pour mieux les appréhender, mieux les comprendre, mieux les connaître. Voilà, et ça me permet d'être un bon compositeur et un bon luthier. Je ne savais pas que tu étais luthier en plus. Eh oui, eh ouais. J'ai fait la lutherie dans les années 1977-78 à peu près. Hein. L'un des premiers luthiers d'Haïti. L'un des premiers. Oui, ça m'a fait un bon bout de temps. Un bon bout de temps. Tu as beaucoup parlé des enfants tout à l'heure, mais cite-moi le nom de 2 ou 3 artistes avec lesquels tu as collaboré. Artistes, bon, je peux dire, il y a Anti Desroses, il y a Lionel Benjamin, il y a Ram, il y a Bossa Combo, il y a... Je peux t'aider si tu veux. Il y a, Gérald Merson. Daniel Larivière. Les violons, là, il y a Guy Durosier. Il y en a plein, il y en a plein. Emeline Michel, Magui Jean-Louis. Encadré pour traverser la porte professionnelle. Emeline Michel. Oui. Il y a Jean-Jean Roosevelt, il y a James Germain. Qui d'autre encore? Il y en a. Ferrer Laguerre. Après ça, à cause de mon studio, il y en a plein qui sont passés au studio. Darlene, Desca, et Michel. Il y en a plein. Il y en a plein de ces artistes. Ouais, il y en a plein. Ça fait, après près de 50 ans, vous imaginez, je n'ai pas toute la mémoire de ces noms, mais il y en a eu beaucoup. Et je suis fier de les avoir rencontrés. Et ça a été un plaisir pour moi. Et mon rêve, c'était d'avoir, c'est encore actuel. Je rêve d'avoir sur la scène ces artistes devant mon orchestre, parce que c'est pas quelque chose qui se fait en Haïti. J'ai déjà essayé avec Lionel Benjamin, j'ai déjà essayé avec Jean-Jean Roosevelt, j'ai essayé avec René Désir, ça c'est l'enfant de la maison. J'ai essayé avec qui d'autre? Il y en a tellement là, Mais mon rêve, c'est d'avoir des concerts avec ces artistes, de leur donner la chance de présenter leur œuvre devant un orchestre philharmonique complet. L'histoire d'Aimé Michel, c'est assez intéressant. Je me rappelle que c'était en 1983, lors de cette fameuse compétition de beauté internationale, la MAHA, Anti Desroses devait assurer l'animation musicale de cette compétition. Et Anti Desroses voulait que je lui donne des choristes.
Alors, puisque j'avais toujours la chance de côtoyer Emeline au Collège Saint-Pierre, là où elle était, moi aussi, dont j'étais son aîné. Alors, je me suis dit, je vais lui donner la chance de participer à quelque chose de très grandiose et j'ai fait appel à Emeline et à Maggie Jean-Louis, je les ai emmenés auprès de Ancy Desroses, qui avait son orchestre à la direction. Ouais, qui avait son orchestre sous la direction de Raoul Guillaume. Et Ancy Desroses m'a dit, je me le rappelle bien, c'est Timou, nous pas besoin de le passer au test. Vous comprenez déjà bon. Il dit, les yeux fermés. Et puis, depuis le jour, Emeline, Maggie et Yol sont devenus trois bonnes amies et ne se sont jamais laissés. Et jusqu'à la mort d'Ancy Desroses, j'ai demandé à Yol de garder Emeline au chaud pour qu'elle puisse continuer sa carrière et ce qu'elle a fait avec Haïti Cœur de Femme, etc. Et puis ça a été une belle expérience et maintenant on a une Emeline qui est devenue une diva pour le pays. Dis-moi, Dickens, parle-nous de ta musique. C'est quel genre de musique que tu as? Parce que personnellement, quand j'écoute ta musique, qui est une musique classique, je sens qu'il y a une épice. Ma musique. Je sens qu'il y a une épice antillaise là-dedans. Évidemment. Mon rêve, c'est de représenter la musique haïtienne à tous les niveaux. En tant que professeur, en tant que musicien, en tant que chef d'orchestre, etc., tout ça, je pense qu'il est de mon devoir, comme modèle et exemple pour mes jeunes, pour mes élèves, de montrer ce que c'est que la musique haïtienne et de permettre à la musique haïtienne de traverser les frontières. C'est la raison pour laquelle toutes mes musiques sont écrites sur une partition. Toutes. Et tous les instruments, toutes mes musiques sont sur partition. C'est une façon que ces musiques soient jouées partout dans le monde. Parce que de nos jours, il y a la science de l'écriture et c'est une langue internationale. C'est facile pour n'importe quel orchestre d'interpréter ma musique comme je la joue. Et l'expérience se fait parce que actuellement, je peux vous dire, il y a de mes musiques qui sont jouées aux États-Unis, en France, les Antilles, en Afrique, au Japon, à ce que je sache au Canada, etc. Et mes musiques sont jouées. Comment ça a été? Parce que je rentre en contact avec des groupes d'écoles, d'universités qui font des échanges musicaux avec nous. À ce moment, ils sont très intéressés à jouer la musique haïtienne. Au moins, ils trouvent les partitions sans problème. Et je donne la réplique originale des musiques. Sans donner une couleur internationale comme une couleur typique internationale qui ne correspondrait pas à ce que ce soit la bonne musique épicée d'Haïti. Et mes musiques raras sont très acceptées. Et il y a le groove original du rara dans l'écriture et ils aiment ça. Par exemple, les marches, il y a une musique que j'ai écrite pour la jeunesse. Normalement c'est l'hymne national de la jeunesse, c'était sur le gouvernement Préval, donc on n'a pas divulgué, mais jusqu'à présent les archives sont là au niveau du ministère des Sports. Peut-être un jour, politique mise à part, ce sera mis en application. Parce qu'on confond toujours l'hymne à la jeunesse estudiantine et à l'hymne national de la jeunesse. Ça, c'est une question à laquelle le ministère de la Jeunesse et des Sports doit répondre. Et pour continuer, je peux dire que normalement, avec mes 400 musiques confirmées, ce qui veut dire qu'il y a une centaine qui sont encore en train d'être modelées et raffinées, mais je suis sûr que de ces 400 musiques, j'en ai de tous les styles, de la musique la plus simple, traditionnelle. Je compose mes musiques et mon orchestre mélodique
je joue mes musiques parce que c'est une façon pour montrer à mes élèves que la production, la chaîne est là. Je conçois mes musiques, je les exécute avec mon orchestre. Je ne fais pas de plagiat, je fais exactement ce qui est d'original. Maintenant, à eux de suivre l'exemple que je leur ai passé. Et c'est ainsi que je peux dire que là, je n'ai pas de préférence directe pour un style ou un autre parce que je suis dans le domaine éducatif. Je prône tout ce qui est haïtien et mes tournées, lorsque je les fais et je ne joue que de la musique haïtienne, pure et simple. Je ne joue que de la musique haïtienne, en majorité de mes musiques, et aussi d'autres musiques de mon pays. Ce qui veut dire que je dois présenter ce qui est traditionnel du folklore dans l'espace de première fois. Parce que Haïti, c'est un pays riche, et il faut qu'on partage cette richesse avec les autres. Voilà. Ok, je suis bien contente que tu parles de folklore là, parce que des fois, on ne fait pas la différence entre la musique folklorique et la musique traditionnelle. Explique pour nous aux internautes la différence. Ok. La musique traditionnelle, le nom l'explique déjà dans l'essence traditionnelle, on trouve le mot tradition. Ce sont des musiques typiques haïtiennes que le public a eu à jouir de ces musiques à des époques bien déterminées et chaque année on rejoue ces musiques et ça en fait une tradition. Ce qui veut dire au moment où on entend cette musique, on sait que c'est une musique de telle époque et ça vient peut-être de telle zone du pays et ça se laisse jouer ou chanter à telle ou telle occasion, la musique traditionnelle, pure. Maintenant, la musique folklorique, c'est la musique qui représente l'essence du pays. C'est une musique qui parle des coutumes du pays, de nos mœurs, de nos habitudes. Et c'est pas forcément une musique qui doit se jouer avec les tambours, les flûtes, etc. Non. Le folklore du pays s'étend d'une année à l'année où l'on vit maintenant. Vous voyez, c'est pas la musique contemporaine seulement, il y a la musique ancestrale. Mais le folklore, c'est le fait de jouer cette musique d'une façon artistique. On peut y ajouter des trucs de son goût et ne pas jouer cette musique originalement comme nos ancêtres. On peut mettre de nouveaux instruments, on peut mettre des épices à son goût. Ça, c'est du folklore. Au point que lorsqu'on parle dans le langage courant, on peut dire « Ah, mon cher, c'est folklore fait ». Ce qui veut dire que soit dit « Ah, c'est pas ça, c'est pas licence là ». C'est la raison pour laquelle aussi, il y a une différence entre les groupes folkloriques et les groupes traditionnels. Vous allez voir que les groupes traditionnels, ces gens, ils dansent d'une façon originale. Ils s'habillent d'une façon originale. Il n'y a pas de maquillage. Ces groupes viennent avec toute leur fraîcheur naturelle. Tandis que les groupes folkloriques, vous allez voir les danseuses qui ont des permanentes, des vernis, etc., la bouche rosée, etc. Ces genres de détails artistiques pour, d'après eux et selon eux, embellir leurs prestations, ça, c'est du folklore. Ça fait de la musique originale que le groupe veut danser, ça en fait du folklore. Ce groupe présente la musique haïtienne à leur façon, sans trop démarquer les lignes. Mais, malheureusement, de nos jours, je dois le souligner, je vois qu'il y a des groupes qui prétendent être des groupes folkloriques, qui font des chorégraphies avec des danses étrangères. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Parce qu'on a de ces pas, de ces chorégraphies qui sont nôtres. Mais pourquoi prendre la chorégraphie de notre pays et introduire cette chorégraphie dans notre musique traditionnelle, dans notre folklore? On doit être original. Jusqu'à présent, les Jamaïcains restent originalement jamaïcains avec leur musique. Les
les Portoricains, les Américains. Oui, mais pourquoi pas nous? Moi, je vous prie, chers Haïtiens, de garder votre originalité. Vous produisez des choses. N'attendez pas que l'étranger reprenne votre production et ensuite, vous allez reprendre la production étrangère pour la présenter comme une progression, comme, je ne sais pas, mais c'est faux. Gardez votre originalité. Et je suis sûr que vous allez plus loin. Vous pouvez aller plus loin. Et que vous serez toujours très chic, très bien, très beau. Parce que notre culture est une culture riche, croyez-moi. J'en sais long parce que j'en ai fait presque beaucoup de pays. Et jusqu'à présent, rien a pu égaler la beauté et l'originalité de notre musique. Même les Africains adorent notre musique. Alors il faut qu'on soit fiers. Dickens, en 2021, tu as souffert d'arthrose cervicale et lombaire. Ça t'a pris combien de temps pour te remettre? J'ai eu à souffrir de cette maladie après une situation dont je ne veux pas trop en parler, qui a failli me coûter la vie. Et j'ai dû garder la chaise roulante pendant 1 an. Et heureusement, je m'en suis sorti. Si vous me voyez maintenant travailler, si vous ne l'aviez pas su, vous n'auriez pas une idée de ce que j'ai dû traverser. Eh oui, je ne pouvais faire aucun mouvement, je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais que parler. Je ne pouvais rien faire comme mouvement. C'était une arthrose cervicale et lombaire. C'était terrible. Et je souffrais énormément, mais heureusement, j'ai pas dû voyager. J'ai été traité dans mon pays et j'en suis fier. Maintenant, je peux reprendre toutes mes activités sans exception, grâce à Dieu d'abord, grâce à la volonté, grâce à mon combat, grâce à beaucoup d'amis qui m'ont supporté, ça je peux le dire. Beaucoup d'amis qui m'ont supporté d'une façon ou d'une autre, moralement, financièrement, en présence en ligne, etc. La thérapie était globale. Et c'est grâce à vous, chers amis, je profite de cette opportunité. Vous, toi et les autres, vous qui me regardez, je vous dis merci de tout cœur. Merci d'avoir été là pour moi. Et maintenant, je suis prêt à vous plaire avec ma musique pour que vous puissiez garder en mémoire l'image de cet homme que vous avez connu et qui vous avez permis de reprendre le goût à la vie. Merci aussi. Dickens, on est arrivé à la fin de la première partie. On va faire une petite pause et tu vas nous parler de ton rôle de maestro. Merci, avec plaisir. Vous avez toujours rêvé d'apprendre à lire la musique? Je suis Lucie Maillère, chanteuse d'opéra et enseignante de musique. Si ça vous chante, inscrivez-vous, c'est par ici. Chers amis, nous sommes avec Dickens Princiville, un maestro qui nous a parlé de ses débuts. Dickens, qui est un maestro? Quel est son rôle? Ok. C'est dommage que dans notre pays, les titres sont tombés par-dessus de certaines têtes par complaisance. Mais être un chef, c'est pas une plaisanterie. C'est une question de charisme, de formation et de confiance et de leadership. Parce que le maestro est naturellement un chef qui n'a pas besoin d'être ni sévère ni cynique, mais c'est sa façon d'agir, de se comporter. C'est
la manière de communiquer et de ramener tout le monde à bord. C'est un rassembleur. Le maestro, c'est celui qui maîtrise une matière et qui, lorsque ça lui revient de partager cette connaissance, qui peut être au niveau le plus bas pour ramener la personne au niveau dont il a besoin. Ça, c'est le maestro. Et il doit être à l'écoute, il doit être perceptible à comprendre exactement chaque faux mouvement, chaque mauvaise attitude pour que l'ensemble puisse bien fonctionner. C'est comme un corps humain. Le maestro est en face d'un groupe, le groupe doit fonctionner comme un corps humain. La tête doit bien fonctionner, les bras, le corps, les pieds, le tronc, tout l'ensemble. C'est ce qui fait le groupe ressemble à l'être humain. Ce qui veut dire, c'est un code et une attitude internationale. C'est pas être un maestro haïtien, ça veut dire que on est différent. Non, le style, la personnalité, oui, mais les règles de base restent toujours les mêmes. C'est une longue éducation, c'est une formation. Vous devez apprendre à connaître la finesse, la dextérité, ce que vous pouvez tirer de chaque instrument et même du musicien. Parce que l'instrument, c'est une matière. Mais la personne qui joue cet instrument, c'est cette personne que vous devez courtiser, apprendre à connaître pour en tirer le maximum. Ça, c'est le rôle du maestro. Parce que la musique, c'est cette colle qui permet de mettre toute cette masse de connaissances ensemble et d'en faire sortir une seule chose qu'on appelle musique. Et c'est cette musique qui est la vibration absolue qui va vous porter à des niveaux, à des dimensions spirituelles, qui va agir sur votre tempérament, votre humeur et même votre vie, votre éducation. Alors, vous voyez, la tâche du maestro est vraiment lourde. La musique, c'est comme faire la gymnastique pour une danseuse. Vous voyez, les gestes les plus suaves sont les gestes les plus difficiles à réaliser par un danseur. Parce que les gestes les plus longs sont ceux qui demandent beaucoup plus de concentration et beaucoup plus de détente visible. Mais au fond, waouh, croyez-moi, ce n'est pas aussi simple. C'est la même chose que pour un instrumentiste. Tenir une note longue, c'est pour vous. Oh, c'est waouh! Même vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'il endure le musicien pour tenir cette note aussi longue. Tenir une note longue. Et vous voyez, là, le maestro, il doit connaître les limites de l'instrumentiste, du musicien, pour tirer exactement ce qu'il veut de cette note. Vous voyez, la perception du maestro, c'est pas le fait de diriger seulement une musique. Et il doit se contenter aussi de connaître les ingrédients qu'il utilise pour en tirer le maximum. Donc le maestro vit avec chaque musicien. Exactement. Ce qui veut dire, l'instrument du maestro, c'est le musicien. C'est le musicien qui l'utilise, qu'il dirige pour exploiter exactement une couleur recherchée, un son recherché, une attitude, une émotion. C'est la personne qui donne les émotions. Ce sont les gestes du maestro qui vont définir la couleur musicale. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle, en tant que maître, il doit maîtriser toutes les situations. Et c'est vraiment important que, normalement, il s'agit de confiance. Il doit avoir une attitude de confiance face aux musiciens. Une attitude qui, à n'importe quel moment de repère, s'il arrive que le musicien se perdrait en quelques secondes. Et là, à partir de ce moment, le maestro doit, avec un regard, doit être capable de
de guider ce musicien pour qu'il puisse reprendre confiance en lui-même. Et croyez-moi, ce n'est pas une histoire facile. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir maestro? Bon, à vous dire sincèrement, c'est une question d'étape, de vitesse. On passe de tel stade de stade en stade, de niveau à niveau. Maintenant, si vous vous contentez de rester au niveau musicien, vous allez être un musicien. Mais moi, j'ai eu le privilège et la chance comment dirais-je, de parfaire mes connaissances pour arriver à mieux travailler la musique, mieux comprendre la musique. Et à partir de ce moment-là, je sais que je suis un conquérant dans le domaine de la musique. J'essaie de faire le maximum pour atteindre tous les niveaux, pour être aussi à l'aise à n'importe quel niveau de la musique. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis actuellement compositeur, chef d'orchestre et auteur. Je compose aussi des textes. Il y a différence entre auteur et compositeur. Il faut que le public le sache aussi. Je suis arrivé à traverser les différentes étapes de la musique pour mieux comprendre la musique dans son ensemble. Être luthier, musicien, auteur, compositeur, chanteur, chef d'orchestre, ça c'est important pour moi. J'adore ma vie, j'aime cette vie et je suis heureux lorsque je la partage avec d'autres. Pour devenir maestro, quel cours doit-on suivre? Ah, là, croyez-moi, si vous devez passer par les étapes de cours, il y en a pas mal de cours. Chaque étape, c'est un niveau. Chaque étape, c'est un niveau. Parce que l'étape du musicien, c'est important, il faut bien connaître son solfège. À tous les niveaux, il faut connaître la musique comprendre la musique dans son intégralité, les différents types de musique, les différentes tendances, les styles, etc. Parce que vous êtes un orientateur, vous êtes un guide. Ce qui veut dire chaque musique que vous devez interpréter, vous devez l'étudier, vous devez connaître exactement les mœurs, les coutumes, les raisons pour lesquelles cette musique a été créée. Vous devez tout apprendre pour transmettre exactement les couleurs de la musique aux musiciens de l'orchestre pour que ces musiciens puissent donner exactement la réplique ou reproduire exactement ce que le compositeur a voulu traduire par des notes et d'autres consignes musicales. Ce qui veut dire, il y a pas mal de matières qu'on doit apprendre pour être un maestro, à part les expériences qui sont de très grande importance. Parce que, imaginez-vous, avoir la responsabilité de diriger plus de 50 musiciens devant des centaines et des milliers de personnes. Si vous n'êtes pas, doué, croyez-moi, vous allez avoir chaud. Vous allez avoir chaud. Vous allez un poids au dos, vous allez un poids en face. Là. Au mieux, vous n'êtes qu'une tranche de mortadelle. C'est qui est-ce qui t'a formé comme maestro? Waouh! J'ai eu la chance de rencontrer de très grands maîtres, mais je dois rendre hommage aux volontaires américains qui nous ont donné les premières notions en musique. Je parle de Madame Kitchen, je parle de John Chose, je parle de Julio Racine, je parle de... Julio Racine haïtien. Je m'épargne de ne pas citer. Ouais, Julio Racine est un haïtien. Hector Lomini, il y a, ils sont décédés. Et il y a aussi Hugues Leroy, pour qui j'ai composé une musique qui est célèbre maintenant. Il y en a pas mal. Et des autres que j'ai connus aussi à l'université, d'autres volontaires qui sont passés de très grands chefs d'orchestre, qui nous ont donné des périodes de formation à tour de rôle, et pratiquement après une sélection déterminée. Et malheureusement, tous ceux qui ont dû
travailler dans le domaine, ils ont laissé le pays, ils sont ailleurs en train de travailler, mais moi j'ai choisi de rester en Haïti et de continuer le combat et d'assurer la continuité. C'est ainsi que je suis fier d'en avoir formé pas mal qui transmettent les connaissances musicales dans différentes institutions en Haïti. Et tout récemment, là, il y a un jeune, je veux parler de Jericho, Jean-Noël, et il a eu à décrocher le prix de lauréat pour des projets sur comme offrir la chance à des enfants déshérités du pays de jouer de la musique, de faire de la musique. Il a été nominé comme lauréat pour ce projet. Et je lui présente encore de vive voix mes compliments. Je suis fier de lui, je suis fier qu'il ait été à Sorbonne, en France, pour représenter notre pays et le niveau intellectuel musical haïtien. Félicitations à toi aussi, puisque tu dis que c'est toi qui l'as formé. Très jeune, il a voulu être un leader. Il a voulu être un leader et moi j'aime ça. Je leur donne tous les conseils qu'il faut. Et c'est ça. Les conseils, c'est comme la gasoline qu'il faut. Parce que c'est grâce aux conseils que ces jeunes vont être alimentés, vont être provoqués, vont avoir l'assurance et la confiance d'être sur la bonne voie. Vous voyez, c'est comme un coaching. À chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, ils vous appellent pour vous demander ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire davantage pour qu'ils puissent mieux aborder le projet, qu'ils puissent traverser exactement les difficultés et continuer. Ça, c'est d'une importance capitale. Et nous ne sommes pas nombreux dans le pays à vouloir encadrer ces jeunes de tout le cœur, de toute l'âme. C'est pas facile parce que il y a des gens qui pensent que la musique c'est quelque chose qui n'a aucune importance et moi je dis non. Je dis non. Si moi je peux rester dans le pays après 50 ans d'expérience et de carrière et je suis fier, donc je suis fier. Je crois que il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il y a de l'avenir de la musique. Et moi à l'époque où j'étais jeune, on n'était pas nombreux à faire de la musique. La musique était très sélective. Jusqu'à présent, on n'a pas pu avoir un conservatoire. Et on est en train de travailler là-dessus sur ce projet. On est en train de travailler là-dessus. Mais croyez-moi, la demande est forte et il y a matière à avoir un conservatoire ici en Haïti. Parce que l'éducation doit être à la base du développement de ces ressources de jeunesse qu'on a dans ce pays qui est un poids dans la balance haïtienne. Ça, il faut le faire, il faut le dire et il faut en prendre conscience. Dickens, je n'ai pas vu beaucoup de femmes conduisant un orchestre. Est-ce qu'il y en a en Haïti? Pas officiellement, mais il y a des institutions qui sont en train d'en préparer. Elles sont à leur début, mais ça commence à venir. Ça commence à venir. De mon côté, j'encourage toujours les jeunes femmes à accéder au leadership de la musique. Non seulement d'être soliste, mais aussi d'être dirigeant. Parce que j'ai horreur qu'on dise, qu'on traite de femmes d'éléments faibles. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Elles sont tout aussi intelligentes et même mieux intelligentes que les hommes. Excusez-moi, messieurs, c'est une vérité. Et elles s'adaptent facilement et elles nous valorisent et nous sommes fiers d'elles. Ouais, c'est vrai. Nous sommes fiers d'elles lorsqu'elles sont au créneau et jusqu'à présent, je vous encourage à les encadrer si vous êtes des aînés et propulser les femmes pour que ce travail soit fait avec encore beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de dévouement, d'acceptation au niveau de la jeunesse. C'est pas un métier d'homme, c'est un métier d'être humain, un métier de quelqu'un qui a de l'âme et qui est connecté avec le monde invisible, qui vous transmet des choses qui vous traversent. Quand tu dis institution, ce sont des cours de musique ou bien écoles de musique? Ah, ça, c'est un beau sujet. Vous voyez,
il faut qu'il y ait une différence entre ces deux termes. Une école, c'est une institution qui a un programme hebdomadaire de 8h à 4h, de 8h à 2h chaque jour. Mais lorsqu'un enfant ou un jeune vient quelque part pour prendre 1 heure de cours ou 2 heures de cours, on ne peut pas dire que c'est une école. C'est simplement un espace où quelqu'un vient pour prendre un ou des cours. Il y a tellement de cours dans le domaine de la musique que lorsqu'on parle école, il faudrait que ces cours soient dispensés. Il faudrait aussi qu'il y ait possibilité de faire des recherches et de faire des pratiques. Il faudrait avoir de l'espace. Et l'État ne va pas vous pardonner si vous accueillez des gens et que vous ne répondez pas aux normes. Vous voyez, je pense que au moment où le pays veut redémarrer, je pense qu'il faut mettre la pendule à l'heure. Il faut penser aux choses sérieusement, d'appeler le cheval par le cheval, le chat par le chat. Parce que il est important qu'on prenne les responsabilités en ce sens. Si un étranger veut rentrer en Haïti et dire que voilà, je veux aller à une école de musique, mais l'étranger sait ce que c'est qu'une école de musique. Est-ce que moi, Dickens Princeville, je vais l'orienter à n'importe quel espace où il n'y a qu'un ou deux professeurs qui donnent des cours de musique pour école? À ce moment, c'est rabaisser mon niveau. C'est donner de mauvaises informations. Ce qui veut dire que là, il est d'importance pour nous, les aînés, qui ont de l'expérience, de nous mettre au niveau et de mettre la pendule à l'heure. Mélodique, c'est un cours de musique ou bien c'est un groupe de musiciens? Non, Mélodique, c'est le nom de mon orchestre philharmonique. Okay. L'orchestre a en moyenne 50 musiciens. Mélodique est né, est sorti des entrailles de Musifota grâce aux jeunes qu'il a formés et surtout des jeunes qui ont voulu faire l'expérience avec nous, et qui ont été dans des cours privés, qui n'ont pas eu la chance de participer à des groupes. Et maintenant, je leur ai offert la possibilité, après audition bien sûr, qu'il faut qu'ils soient aussi à niveau. Et à un niveau où, au cours de route, ils peuvent être mieux formés. Voilà, c'est ce genre de jeunes que j'ai récupérés pour former l'orchestre mélodique que je peux définir comme les mélodies de Dickens. C'est la raison pour laquelle moi, lorsque je donne mes concerts, je ne joue que mes musiques, mes musiques. Comme Bossa Combo ne joue que ses musiques, Tipeee Express ses musiques, Dickens Princeville ne joue que ses musiques dans son orchestre. C'est la raison pour laquelle j'ai nommé l'orchestre les mélodies de Dickens, mélodiques, voilà. On joue de tous les styles, Vous avez besoin de nous pour un concert classique, on va vous servir. D'une animation pour une réception, on va vous servir. Vous voulez un bal, on va vous servir. Vous voulez une séance culturelle, on va vous servir. Vous voulez du carnaval, on va vous servir. Vous voulez des fêtes folkloriques, on va vous servir. La musique religieuse, à tous les niveaux, on va vous servir. On est prêt parce que après toutes ces expériences, comme j'ai commencé à composer depuis 1975, ouais, c'est des musiques qui datent de 1975 que je joue encore avec jusqu'à présent avec mon orchestre. Ce qui veut dire j'en ai depuis de 400 comme je vous l'ai dit, et tous les styles, j'en ai plus d'une quinzaine de styles de musique. Alors je peux vous dire que là, j'en ai fait des parcours. Et je peux vous souligner que le Mélodique est né en 2016. De 2016 à 2019, l'année au cours de laquelle on a dû arrêter nos activités à cause de la conjoncture politique terrible qu'on appelle le pays loc. De 2016 à 2019, l'année au cours de laquelle on a dû arrêter nos activités par suite, comme je viens de vous le dire, par suite de cette malheureuse situation de pays loc.
On a joué en moyenne 20 musiques par concert, à raison de 4 concerts, je crois, l'an. Je n'ai jamais joué une musique 2 fois depuis 2016. Imaginez-vous, vous allez comprendre. Je n'ai jamais joué une musique 2 fois. Si je dois jouer une musique 2 fois pendant ces années, c'est parce que le public l'a demandé et pour le prochain concert, comme promis, je reprends la musique. Jusqu'à présent, je voulais passer 5 années à ne pas jouer une musique 2 fois. Et normalement, je tiens toujours à jouer les meilleures sélections appréciées par le public en fin d'année, après la Noël, comme concert de cadeaux, concert de musique choisie. C'est ici que je l'ai fait, mais malheureusement, on a dû arrêter la course en 2019. Et nos sponsors n'ont pas pu tenir la route avec nous, on a dû arrêter. Et je lance encore une porte, je laisse une porte ouverte à des sponsors, des mélomanes qui voudraient faire la route avec nous. Parce que c'est une activité, une entreprise qui coûte énormément lorsqu'on veut soutenir des jeunes. Parce que de mon côté, je veux faire vraiment un orchestre philharmonique, pour vous l'expliquer. L'orchestre philharmonique, c'est un orchestre qui a des musiciens qui jouent et qui ne sont pas rémunérés. Ils jouent par amour de la musique, pour des causes qui ne sont pas rémunérées. Puisque l'orchestre symphonique, de son côté, les musiciens sont rémunérés et les répétitions et autres. Quoique je suis dans le domaine de la philharmonie, mais je tiens quand même à supporter les jeunes, parce que vous savez qu'en Haïti, il ne faut pas abuser du courage de ces jeunes, parce qu'ils sont nous. Quoique je sois dans la philharmonie, je tiens à ce que les jeunes, lorsqu'ils viennent répéter, qu'ils aient au moins le minimum, qu'ils aient quelque chose à boire et à se mettre sur les dents et avoir des frais de retour chez eux et de retour pour la prochaine répétition. Je pense que là, je les aide, je les encadre pour qu'ils soient heureux d'être toujours avec nous. Ça, je pense que c'est le minimum. Et le jour du spectacle, ils doivent avoir au moins le plaisir d'aller quelque part avec les membres de leur famille ou chez eux et de s'asseoir ensemble, de prendre un repas ensemble. Ça, c'est pour moi une obligation de le voir. C'est la raison pour laquelle je demande à certains sponsors, certaines personnes ou institutions qui se seraient portées volontaires de nous encadrer, de nous accompagner dans cette éducation, dans cette évolution pour les jeunes musiciens haïtiens qui ont choisi de faire la route avec nous. Je leur demanderai de se pencher sur ce genre de situation, pas seulement avec moi, mais avec toutes les institutions qui travaillent dans le domaine, dans le sens de leur donner une seconde chance. Parce que la musique, comme je vous le dis, c'est une autre porte, c'est une seconde chance. Et là, encore, parlant d'orchestre, nous sommes ouverts aux différents types d'animation. Vous nous appelez pour n'importe quel type d'animation, quel que soit le type d'animation, on va être présent. Et ça ne veut pas dire qu'on va être présent avec 50 musiciens, non. J'ai dû former des groupes qui fonctionnent par rotation, de façon à leur permettre de faire des expériences qui sont d'importance pour leur évolution au sein de l'orchestre. Parce qu'on a des camps aussi d'été à organiser pour leur formation et des concerts chaque semaine pendant l'été. C'est pas facile. Ce genre de travail, cela demande un support, cela demande une compréhension, cela demande un accompagnement. Et c'est la raison pour laquelle je profite de cette antenne pour inviter des personnes, des institutions à rentrer dans cette école, parce que ça fait partie de la formation de valeurs haïtiennes. Et je suis sûr que vous n'allez pas le regretter. Lorsque vous voulez inviter des jeunes, ils seront fiers de venir chez vous, partout où vous aimeriez qu'ils soient, pour vous montrer ce que vous avez fait comme contribution pour leur existence et pour votre bien-être. Voilà.
Dickens, on va faire une petite pause et puis on revient tout à l'heure pour la conclusion et pour le proverbe. Très bien. Haïtiennes, Haïtiens de Montréal, rassemblés. Je vous annonce ma venue le 16. Et oui, le 16 novembre, bientôt, à la salle Sylvain Lelièvre, je serai en concert. Je ne serai pas seul sur scène. Je partagerai la scène avec d'autres artistes autochtones et africains. Alors, retenez la date, c'est important, 16 novembre. Qui dit 16 novembre? Auprès 18 novembre, Vertières. Très important. Nous sommes en train de célébrer Vertières. Comme l'a si bien fait notre illustre écrivain Dany Laferrière, je crois que c'est important d'organiser de manière pérenne les activités autour de cette date. Qu'on en parle encore plus souvent. Car ne pas en parler, c'est ne point exister. Et Haïtien ne pas capable d'exister. Parce que nous avons une page d'histoire, si vous retirez le livre là, pas un livre. Donc, je vous attends. Retenez la date, je vous reprends cette date, c'est très important, 16 novembre 2024. Toutes les informations sont affichées au bas de la page. Je vous invite à faire vos réservations le plus tôt possible pour que nous allons célébrer cette date-là, que nous parlons, que nous existons en tant qu'Haïtiens, parce que nous c'est bon bagage. Chers amis internautes, nous sommes avec le maestro Dickens Prince-Civil. Il nous a parlé de son parcours, il nous a parlé de la formation qu'il fait pour les jeunes et de l'importance de les encadrer. Et d'ailleurs, il a fait un appel à votre concours. Donc, ceux qui peuvent l'aider, allez-y. Donc, Dickens, Michel Souka a écrit un livre, Dickens Prince-Civil de la musique avant tout. Comment tu as reçu ce livre? Ah, Florence, ça c'est une longue histoire. Je me rappelle un ami, un supporter de longue date que j'ai connu dès ma jeunesse, ami de mes parents. Une éducation soignée musicalement. Je ne veux pas citer le nom parce que c'est un type aussi discret que moi. Alors, je le dis merci. Il sait que je parle de lui là. S'il va écouter cette émission, je vais lui envoyer l'émission. Je vais lui dire que c'est de lui que je voulais parler. Et mon ami, je te remercie pour m'avoir présenté Michel, qui a été assez étonné de rencontrer un jeune Haïtien vivant comme moi dans ce pays. C'était le mot de Michel. Cet ami, lorsqu'il m'a présenté à Michel pour lui dire je vais te présenter quelqu'un, musicien, tu devrais le connaître, etc. Il est dans le domaine de la musique. Et il faudrait que tu fasses une interview. Michel a dit c'est pas bon, il peut se présenter et on va essayer de faire 10 minutes, etc. Et puis, voilà, je suis venu, on s'est parlé, mais en parlant, il a commencé par avoir, les feux, tout ça, vous dire, non, on va réussir. Il a commencé. Dès 10 minutes, on a passé 1 heure de temps et demi. Il a dit, je dois aller, et aussi 2 jours, est-ce que tu peux retourner? On est retourné, je suis retourné. Près de 2 heures de temps. Une autre fois, la même chose. Il dit, Dickens, en définition, il faut écrire un livre là. Et voilà, de là, lui est venue l'idée d'écrire le livre qui a parlé en partie de ma vie musicale. Il en a fait aussi le portrait d'une douzaine, je crois, de mes musiques, de différents styles. Ce livre a permis à plus d'un de commencer à connaître le personnage musical de Dickens Prince-Civil. Et je lui dis un grand merci pour avoir pris le soin de me mettre en lumière parce que du style retiré que j'étais de par éducation, alors il est le premier à mettre les projecteurs sur moi publiquement et pour que mes œuvres soient connues et mon travail aussi soit reconnu ou apprécié. Alors, je lui dis merci et chapeau pour ce travail. Et je suis prêt pour le 2e volume, Michel, quand tu veux.
Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Avec la situation politique depuis 2016, je crois il y en a dans les librairies La Pléiade, certaines autres places dont je ne me rappelle pas, mais à La Pléiade, oui, je crois qu'il y en a. Parce que c'est La Pléiade aussi, c'est une institution qui nous a supportés pour notre activité de concert. Alors, ils sont toujours là, présents, à venir nous écouter et ils nous ont toujours promis d'être là avec nous, de se accompagner. Je suis sûr que La Pléiade en a jusqu'à présent. Je mentionne aux internautes que le livre est accompagné de 2 CD. Et ceux qui veulent écouter la musique de Dickens, ils peuvent aussi aller sur la plateforme de Classique Lacaille que Karine Margon et Christopher Ducasse viennent de lancer pour les musiciens haïtiens. Dickens, le proverbe. Qu'est-ce que tu penses du proverbe de Bergman Fleury? D'un point de glace, soleil pas fond. Ce proverbe, en tant qu'auteur, ce proverbe m'interpelle. Ça, c'est un proverbe qu'on peut utiliser, comme on dit en créole, wap batko, wap jwen longueur, wap jwen bouchon. C'est ainsi que je vois le proverbe. Ce qui veut dire que depuis soleil, pas jambe, pas chaud, et soleil toujours gagne raison devant de l'eau. C'est toujours comme ça, et c'est comme ça que je vois le proverbe. Je l'aime beaucoup, et peut-être que j'aurai à l'utiliser dans un de mes textes. Ok, alors écoutez Bergman Fleury. Nan point glace, soleil pas fond. Aucune glace ne résiste à fondre au soleil. Non, même quand une situation est très, très, très difficile, quand on prend les moyens qu'il faut pour résoudre cette situation, eh bien, on trouve des solutions. Il n'y a aucun problème qui est sans solution. Alors, dans le contexte actuel en Haïti, on peut considérer ce proverbe-là comme étant très important. Nan point glace, soleil pas fond. Donc, effectivement, toute situation difficile peut avoir une solution. Il ne faut jamais désespérer. Donc, c'est un proverbe qui donne l'espoir pour dire que, en prenant les bonnes solutions, combiné à un autre proverbe, il dit vraiment pas trop de précipitation, mais vraiment s'organiser pour les bonnes solutions. Ok, Dickens, tu n'es pas passé trop loin. Au fait, Bergman nous dit en gros que c'est un proverbe qui donne espoir. Quand on a un problème, il y a toujours moyen, il y a toujours une solution pour un problème. Dickens, Effectivement, c'est comme tu as dit. Tu as fait appel au... Oui, comme tu as dit, si j'ai un problème, je ne peux pas trouver de solution, il y a quand même quelque chose qui va dégoupiller ce problème pour me mettre à l'aise. Exactement. Ce qui veut dire que c'est ainsi que le soleil va toujours se poindre à mon horizon pour résoudre mon problème. Et là, je suis d'accord avec l'auteur de ce proverbe qui a eu à l'énoncer pour notre édification. Dickens, tu as fait appel à des supporters. Où est-ce qu'on peut te trouver? Mon mail, Dickens Prince Civil, en un seul mot, gmail.com. Ok, eh bien, on te remercie. gmail.com. On te remercie beaucoup pour l'entrevue, Dickens.
Je sais que tu aurais beaucoup à dire, donc le reste se fera sur place. Les gens viendront te voir et tu leur diras davantage au sujet du rôle du maestro. Et puis, j'espère que tu continueras à faire ton bon travail à l'international et au niveau du pays aussi. On te souhaite du succès pour cette entreprise. Merci beaucoup Florence pour l'invitation et merci aussi pour vous, chers internautes, qui m'avez regardé, qui m'avez écouté. Et je suis sûr que je fais vous voir dans l'un de mes concerts ou de mes prestations, n'importe où, que ce soit ici, en Haïti ou ailleurs. Je compte sur vous. J'espère vous revoir et vous avoir. Merci. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Bien, chers amis, c'est avec nous le maestro Dickens Prince Civil qui ambitionne d'être acteur d'une révolution dont l'objectif est de lancer une vraie industrie musicale qui permettra aux artistes de vivre décemment de leur talent en Haïti. Je vous dis en passant qu'il a été nommé citoyen de la ville de Port-au-Prince et ambassadeur culturel de bonne volonté de la ville de Port-au-Prince par le maire principal Jean-Yves Jason. À samedi prochain pour une nouvelle édition de l'émission Moi, c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.